À la suite de l'incendie qui a touché l'immeuble siège de l'Assemblée nationale la nuit dernière, la rédaction de Vision 4 ouvre une réflexion ce soir sur ce que sont devenus les projets de construction des immeubles de l'Assemblée nationale et du Sénat. La Chambre haute du Parlement camerounais qui est pratiquement sans domicile fixe depuis 2013. Le projet de construction du siège de l'Assemblée nationale qui reste sans site après les échecs de plusieurs autres sites qui ont été annoncés et proposés et même les budgets de financement qui avait été annoncé. Où en est-on avec la construction de ces différents sièges? C'est un incendie qui soulève plusieurs autres questions. À la une du journal également, les questions liées au concours d'entrée à l'ENAM. Le ministre de la fonction publique et la réforme administrative a finalement signé les admissibilités dans cet établissement. Il a annoncé à travers un communiqué après le coup de théâtre vécu hier. Publication des résultats par le directeur général, annulation quelques heures plus tard par le ministre de la fonction publique, une sortie de crise qui n'a pas cependant répondu aux questions fondamentales que disent exactement les textes en matière de gestion de ce concours. Et puis au Zimbabwe, j'y suis et j'y reste, ce sont les propos de Robert Mugabe. Le président zimbabwéen s'accroche au pouvoir après 37 ans de règne face au médiateur sud-africain dépêché par Jacob Zuma. Il dit ne pas vouloir quitter le pouvoir. Il dit être le président légitime malgré la pression de l'armée, de l'opposition et même de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Et je signale déjà dans le cadre du dossier consacré au projet de construction des sièges de l'Assemblée nationale et du Sénat au Cameroun que nous irons également voir la situation des parlements au Congo et en République centrafricaine. Comment sont logées les chambres parlementaires dans ces deux pays? Ce sera dans cette édition. Le temps d'aller vivre un drame de plus à Douala, au marché Ndokpassi 3, dans l'arrondissement de Douala 3e. C'est deux commerçants qui ont trouvé la mort. Le premier a été tué par un de ses collègues commerçants à la suite d'une dispute autour de l'occupation d'un espace. Le second a succombé à ses blessures. C'est la réaction des populations, la vindicte populaire. Il a fallu la descente sur le terrain du sous-préfet de Douala 3e pour essayer de calmer les ardeurs. Edmond Fautué. 2 morts sur le carreau, tel est le bilan d'une violente altercation survenue ce matin au lieu dit marché Ndokpassi, situé dans l'arrondissement de Douala 3e. Selon les informations puisées à bonne source, les victimes, un homme et une femme, ne s'accordaient pas au sujet de l'occupation d'une place. C'est tout d'abord Dame Colette qui va infliger 2 gifles et un coup de poignard à son challenger. Celui-ci, voulant se faire justice, va réussir à arracher le couteau et c'est avec cette arme qui va abréger les jours de la dame. Tout en colère, la population va se jeter sur lui et à coups de projectiles, il va rendre l'âme. Le sous-préfet de Douala 3e est descendu sur les lieux pour apaiser les tensions. En fait, à la suite d'une dispute entre 2 commerçants qui voulaient occuper un même espace sur la chaussée, il s'en est suivi un coup de poignard de l'un d'entre eux qui malheureusement aboutit au décès d'une dame. Et à la suite de ce décès, l'auteur des coups mortels a été pris à partie par la population qui était présente et malheureusement il a aussi succombé. En rappel, le marché Ndokpassi est en chantier depuis près d'1 an et les problèmes de place se posent au quotidien. C'est vrai, les travaux en cours au niveau du marché Ndokpassi créent un certain nombre de désagréments. Là aussi, nous avons demandé aux opérateurs en charge des travaux dans cet espace marchand d'accélérer les travaux pour que les commerçants cessent d'envahir la voie publique. Le désordre urbain, l'insalubrité, l'insécurité, la corruption, voilà les mots qui minent cet espace marchand. Il y a des discussions et les femmes se tiraillent. Ça fait pas 3 jours et une femme à Oussa a mordu le sein d'une vendeuse. Aujourd'hui, c'est de ce côté-ci, encore la place. Il faut que le gouvernement trouve franchement ce qu'il y a lieu à faire. Aux autorités d'ouvrir un œil pour éviter d'autres victimes.
Et la gestion des espaces marchands dans la ville de Douala reste un véritable problème. Parlons de cet incendie qui a ravagé quelques logements et quelques matériels du côté du siège de l'Assemblée nationale ici à Yaoundé. Plusieurs étages ont été touchés par la violence de ces flammes. Des documents importants également ont été consumés. On apprend de la bouche du ministre de la Communication, après les premiers éléments d'enquête, qu'il s'agirait tout simplement d'un incendie accidentel, pas de main criminelle selon Issa Tiroma Bakari. Les travaux pourraient se poursuivre la semaine prochaine du côté de l'Assemblée nationale. Assurance de Kavayegue Dibril, le président de l'Assemblée nationale, mais face à l'intensité de ces flammes, les parlementaires et les populations restent encore sans voix. Florent Zanga. C'est aux environs de 21 h que le violent incendie s'est déclaré. La façade arrière du Palais des Verts a volé en éclats sous le regard impuissant de la foule. 4 étages complètement consumés par les flammes, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e étage, en plus du 3e à moitié consumé. C'est un événement qui n'est pas bien, et surtout à cette période-ci, où nous avons beaucoup à travailler. On a le budget à voter, on a d'autres choses à faire, et que cet événement, cet incendie, nous freine un peu comme ça. Je pense que ce n'est pas bon. L'arrivée prompte des sapeurs-pompiers n'aura pas suffi à circonscrire le feu qui continuait sa course folle vers le 6e et le 7e étage. C'est aux environs de 2 h du matin que les soldats du feu réussiront à maîtriser l'incendie après 5 heures de combat avec les flammes. Le cadre qui a connu cet accident est en même temps la mémoire de notre Assemblée. Parce que vous avez le service, la direction des affaires générales, la direction de budget, personnel et même les archives. Pas de perte en vies humaines à déplorer, mais d'importants dégâts matériels. La vie professionnelle est détruite. Tous les documents administratifs, financiers de l'Assemblée qui concernent les députés et moi-même sont partis en fumée. Les 4 étages abritaient les cabinets des vice-présidents de l'Assemblée nationale, les bureaux des secrétaires généraux adjoints, les bureaux des groupes parlementaires SDF, la direction du budget et de la solde, la direction de l'administration générale, les salles des commissions et les bureaux de certains députés et autres fonctionnaires de l'Assemblée. Dans les 4 étages entièrement consumés, rien ne pourra être récupéré. On a vu dans cet élément plusieurs députés issus des rangs du Social Democratic Front, le SDF, alors que le quotidien Mutation annonçait le retour à l'hémicycle dès lundi prochain, à la suite d'un entretien avec le président Kavayegue Dibril. Nous y reviendrons. Ce n'est pas le premier incendie enregistré à l'immeuble siège de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement camerounais. Et après le premier incendie, on avait déjà soulevé la question de la construction du nouveau siège. Cet incendie remet au goût du jour cet éternel projet qui a déjà vu des sites prononcés, proposés et même refusés par quelques institutions. Les budgets ont même été déjà soulignés, mais où en est-on finalement avec la construction de ce siège? Michel Fourantundi. C'est cet espace situé entre le quartier général, l'ambassade de France au Cameroun et le monument de la réunification au quartier Ngouaekele qui avait été évoqué en août 2005 pour abriter le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. Un bâtiment futuriste et moderne de 13 étages avec un hémicycle et des bureaux pour chaque député. 12 ans après, rien n'est fait. Seules quelques vieilles bâtisses s'y trouvent. Le site est sécurisé par une clôture en planche, des signes d'un chantier. Un chantier qui n'a jamais accueilli des ouvriers. Certaines sources révèlent que les autorités françaises se sont opposées à la présence d'un tel édifice à proximité de leur représentation. Le site est changé et ramené au quartier Lonkak, lieu d'Intaba. L'endroit qui se trouve être une zone marécageuse est rasé, mais reste inexploité jusqu'à ce jour. Le projet est mis dans les oubliettes jusqu'à ce qu'il ressuscite le 22 septembre dernier. Le projet de construction du nouvel immeuble siège de la Chambre basse refait surface grâce à la signature d'un accord de don de 8,3 milliards de francs CFA entre la République populaire de Chine et le Cameroun. Ce premier financement consiste à mener des études de faisabilité et à lancer les travaux proprement dits.
Selon le président de l'Assemblée nationale qui s'exprimait à l'ouverture de la session parlementaire en cours, un comité de suivi du dit projet est déjà mis en place. Dirigé par l'honorable Dato Théodore, ce comité doit s'assurer du déroulement des travaux dans les délais. Seulement, le flou règne toujours sur le site de construction de ce joyau attendu de tous. À la suite de cet élément de Michel Cyril Tchoungui, il faut préciser que l'ambassadeur de Chine au Cameroun était déjà sur le terrain, constater justement les dégâts causés par les flammes et annoncer les services proposés par la République de Chine. Et puis, en dehors de l'Assemblée nationale, la Chambre haute du Parlement camerounais n'a toujours pas de siège. Le Sénat, qui existe depuis 2013, est toujours sans domicile fixe. Demander à un Camerounais aujourd'hui où se trouve le siège du Sénat est un véritable casse-tête. Une partie est logée au Palais des Congrès, une autre à l'Agence de régulation des marchés publics. Bien difficile pour cette Chambre qui demeure en divagation. Mélanie Bibanga. Où est passé le siège du Sénat au Cameroun? Cette question continue d'alimenter les débats et ceci un peu plus de 4 ans depuis le passage du Parlement camerounais à 2 chambres. En effet, en décidant de rendre fonctionnelles des institutions prévues par la loi fondamentale, la Chambre haute du Parlement avait vu le jour en cours de consommation du budget de l'État de l'année 2013. Une situation qui avait contraint Nyat Ndjifendi et ses hommes à trouver refuge dans les locaux du Palais des Congrès de Yaoundé. Ceci grâce à une dotation spéciale de la présidence de la République. Et parmi les priorités du budget qui devait en suivre, figurait en bonne place le projet de construction d'un siège pour le Sénat. Cette ambition ne sera jamais atteinte pour des raisons jusqu'ici non évoquées. Les locataires du Palais des Congrès avaient été foutus à la porte pour non-paiement du loyer. Ils ont trouvé refuge à quelques kilomètres du Palais de Nkolnyada, au 8e étage de l'immeuble qui abrite les services de l'ARMP. Des locaux vraiment étroits pour contenir les collaborateurs de Marcel Nyat Ndjifendi et tenir des sessions parlementaires. Après plusieurs négociations suivies du paiement des mois d'arriérés de loyer, les portes du Palais des Congrès ont été à nouveau ouvertes au Sénat. Les réunions des sages doivent désormais cohabiter avec les fêtes de mariage, d'anniversaire, des séminaires, sans oublier la foi promote. Les sénateurs faufilent désormais entre les stands où on vend un peu de tout. Une situation inconfortable pour une institution en charge des décisions qui définissent l'avenir de tout un pays. L'espoir étant la chose qui nourrit mieux le Cameroun, l'on espère que ce problème du siège du Sénat trouvera solution d'ici 2018. Et à l'ouverture de l'avant-dernière session parlementaire, Marcel Nyat Ndjifendi avait souligné l'imminence de la construction d'un siège du Sénat, en précisant justement que d'autres options avaient été présentées à cette Chambre, notamment l'occupation des locaux du côté de l'immeuble siège en construction du Conseil économique et social. Alors voilà la situation du côté de la République centrafricaine là-bas. La loi fondamentale prévoit 2 chambres également, le Sénat et l'Assemblée nationale. Le Sénat n'est pas encore opérationnel, même si on annonce également l'imminence de la mise en œuvre de cette autre chambre du Parlement. Mais la question soulevée aujourd'hui, le Sénat et l'Assemblée nationale vont-elles, ces 2 chambres, occuper les mêmes locaux? Jean-Pierre Noël. La Constitution centrafricaine prévoit bel et bien la mise sur pied d'un Sénat. À ce sujet, les textes sont clairs. La Constitution de la République centrafricaine stipule en son article 63 clairement que le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Il comprend 2 chambres. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Et là, présentement, comme l'Assemblée nationale a été déjà mise en place, en attendant que le Sénat puisse être mis en place, c'est l'Assemblée nationale qui exerce la totalité du pouvoir législatif. Parce que le Sénat n'a pas été mis en place. En attendant la mise en place du Sénat, c'est l'Assemblée nationale de la République centrafricaine qui exerce la totalité du pouvoir législatif. Mais au cas où le Sénat venait à voir le jour, peut-il cohabiter avec la Chambre basse? La question du logement du Sénat centrafricain n'est pas un problème aujourd'hui pour le gouvernement, dans la mesure où les dispositions constitutionnelles sont déjà prises à cet effet. Mais au cas où le Sénat arrivait à être mis en place, de la même manière que le gouvernement s'est organisé pour mettre en place le Conseil économique et social, le Sénat
pour subir le même sort. Malgré la situation sécuritaire du pays, on rassure tout de même. En tant que député, j'ai fait mon travail de député, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il est donc clair, le Sénat reste en veilleuse en République centrafricaine. Il n'existe qu'une Assemblée nationale hautement sécurisée et située dans un seul site. Du côté de Congo-Brazzaville, les deux chambres sont opérationnelles, le Sénat et l'Assemblée nationale. Elles occupent toutes les deux les locaux du palais des congrès à Brazzaville, même si on apprend également, et vous le verrez dans les images, qu'un siège de l'Assemblée nationale est en construction. Sylvestre Messi. C'est ici, au palais des congrès de Brazzaville, où se réunissent les parlementaires congolais. L'infrastructure inaugurée le 22 juillet 1984 par le président Denis Sassou Nguesso abrite l'Assemblée nationale et le Sénat. On y trouve deux hémicycles, les bureaux des différentes commissions des deux chambres et même une chaîne de radio et de télévision parlementaire. Dans le souci d'améliorer les conditions de travail des représentants du peuple, le gouvernement a engagé les travaux d'un nouvel immeuble siège. Vous avez vu qu'au niveau du commissariat central, en face, il y a une clôture où c'est mis don de la Chine. C'est pour vous indiquer le lieu où on est en train d'ériger le nouveau complexe qui va abriter le Parlement national du Congo. Et c'est pour améliorer, n'est-ce pas, les structures, les conditions de travail des députés que nous sommes. Voilà, donc quand on parlait des structures, c'est à ce niveau-là que je vous renvoie. Et je crois que les travaux ont déjà commencé. Et bientôt, on aura au Congo des institutions dignes de ce nom pour essayer d'améliorer les conditions de travail des députés. Avec l'appui financier de la République populaire de Chine, le nouvel édifice de 3 niveaux sera construit sur une superficie de 4,5 hectares et disposera de 2 hémicycles, un de 500 places pour l'Assemblée nationale et l'autre de 300 places pour le Sénat. Une salle, des archives, des salles techniques, des blocs sanitaires et 3 ascenseurs sont également prévus. Le projet entièrement financé par la Chine est évalué à plus de 34 milliards de francs CFA et les travaux devraient s'achever d'ici à 2020. En attendant, vous l'avez suivi, c'est au Palais des Congrès de Brazzaville que se tiennent les sessions parlementaires. C'est là-bas que s'est rendu Clément Mwamba, le Premier ministre congolais, pour présenter le plan d'action du gouvernement face aux parlementaires. Il a décliné ce plan d'action qui insiste sur la diversification de l'économie face justement aux problèmes économiques traversés par cette nation. Un accent particulier sera mis sur l'agriculture. Pascal Ngandiaye. À la tribune de l'Assemblée nationale devant les députés, le Premier ministre Clément Mwamba, tout au long de sa communication qui fait office de programme d'action du gouvernement, dont il a eu la lourde mission de conduire depuis le 22 août 2017, dans un contexte de crise financière et économique aiguë qui traverse la République du Congo, a reconnu que la situation n'est guère reluisante malgré les efforts consentis. Des effets conjugués de cette crise qui ont été ressentis depuis 2014 suggèrent et nécessitent aujourd'hui des réformes incontournables dans tous les secteurs de la vie nationale, à travers des ajustements structurels et budgétaires. Par exemple, l'élargissement de l'assiette fiscale. Aussi a-t-il égrené un certain nombre de mesures et des réformes hardies afin de relancer la machine économique nationale, d'accélérer la sortie des crises en passant par la mise en œuvre d'un cadre programmatique bien défini qu'est le Programme national de développement PND 2018-2022 et par la conclusion d'un programme avec le Fonds monétaire international aux Congolais d'en assurer le succès par le travail et la confiance, a-t-il indiqué. Quel que soit l'intérêt de la facilitation du Fonds monétaire international, les Congolais doivent savoir que ce programme sera le leur. Et donc à nous-mêmes d'en assurer lucidement et courageusement le succès. C'est l'occasion d'engager le gouvernement dans la protection du noyau dur des acquis sociaux et d'assurer le peuple congolais que tout sera mis en œuvre pour que le gouvernement pour limiter l'impact social des mesures de sortie de crise. L'appréciation de quelques élus ne s'est pas fait attendre. Non, en réalité, donc le Premier ministre nous dit qu'il faut travailler. Il faut que nous ayons un mental qui change par rapport à la valeur travail. Nous sommes là, on est les représentants de la population, donc on va accompagner le gouvernement. Tant que le gouvernement va prendre des décisions opportunes pour la sortie de la crise actuelle, nous, on n'hésitera pas de les accompagner. Une chose est sûre,
Malgré des recettes budgétaires profondément élaguées, l'État se doit de remplir ses obligations régaliennes, reconnaît le Premier ministre. Au Cameroun, on parle encore de l'affaire ENAM en termes de dénouement. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a annoncé avoir signé finalement le document relatif aux admissibilités. Peut-être qui de droit s'est exprimé après une journée bien difficile, celle d'hier, entre proclamation des résultats signés par le directeur général et annulation de ces résultats à 20 h par le ministre de la fonction publique. C'est une cacophonie sur fond de mépris des lois en vigueur dans notre pays. Jean-Marie Bala. Viendra certainement sur cette affaire ENAM et le dénouement qui a été enregistré et connu. Le ministre de la fonction publique, Ange-Michel Anguine, a annoncé à travers un communiqué qu'il a finalement signé les résultats liés aux admissibilités au concours de l'ENAM. Hier, c'était un véritable coup de théâtre entre le directeur général de cette institution qui a signé les premiers résultats lus sur les antennes de la radio nationale et l'annulation décidée quelques heures plus tard par le ministre de la fonction publique, la tutelle technique de cette école qui forme les administrateurs et les magistrats sortis de crise. Mais au passage, on retiendra surtout le fort mépris des lois en vigueur dans notre pays. C'est dans cet élément signé Jean-Marie Bala. Le décret du 13 septembre 2000 portant régime général des concours administratifs se veut clair dans son article 49 alinéa 1 au sujet des procédures de publication des résultats des concours administratifs. De celui-ci, c'est le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est habilité à constituer une commission chargée du dépouillement et du classement des résultats d'admissibilité définitifs. La dite commission, après délibération, doit présenter sur procès-verbal la liste des candidats classés par ordre de mérite à la tutelle qui arrête les résultats en fonction des places mises au concours. Un principe administratif que n'aurait visiblement pas observé l'actuel directeur général de l'ENAM pour ce cas d'espèce. Je crois qu'il y a des normes pour publier un résultat. Et que si les normes sont suivies, on n'aura pas de problème. Et comme Peter Kwadi, ils sont nombreux ces Camerounais à condamner l'attitude du top manager de la prestigieuse institution en cette fin de semaine. Je pense que ce genre de situation devait se gérer en interne. J'ai appris que l'administration ne se contredit pas. Ce genre de situation ne devrait pas exister. C'est vrai parce que tout à l'heure, dans la manchette que j'ai lue dans le journal, il est dit que le DG n'a pas suivi la logique normale. De ses avis, Michel Anjanguine, magistrat hors hiérarchie, n'aura donc agi que par simple souci de respect des instructions de la plus haute autorité de l'État dans ses décrets du 13 septembre 2000 et du 6 mai 2005. Je vous propose de ces quelques images des au revoir qui clôturent la 10e plénière du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Cette mobilisation s'est achevée à Yaoundé. Cette mi-journée sur ce qu'il faut désormais appeler la déclaration de Yaoundé. Des experts venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie se sont accordés sur le fait qu'il faut accompagner les pays en voie de développement et spécifiquement ceux du continent africain qui traverse quand même des moments difficiles. Parlons fête, cette fois-ci dans la localité de Gari-Gombo, département Lambumba et Ngoko. De ce côté-là, on a célébré la nomination du directeur général de la Cameroun Water Utilities, Gervais Bolenga, comme cela se doit, avec marche de soutien et remerciements au président de la République. Mais l'homme qui a été ainsi nommé a également enregistré quelques doléances présentées par les populations. Edith Tiayan. Ils étaient nombreux dans les artères de la ville de Gari-Gombo pour dire merci au président Paul Biya pour cette marque d'attention et de confiance accordée à leur fils. Natif du département de la Lambumba Ngoko, Gervais Bolenga, puisqu'il s'agit de lui, a été porté à la direction de la Cam Water Utilities par décret présidentiel. C'est le père de toute la nation. Il a toutes les positions de tout le monde. On ne peut pas le forcer la même, mais on lui dit merci. La nomination de Gervais Bolenga
vient ainsi conforter les populations déjà confrontées à de nombreuses difficultés. Nous pensons maintenant que les problèmes de maladie vont quitter dans notre département. Maintenant, nous n'aurons plus les problèmes d'eau, de maladies, d'électricité. Cérémonie riche en sons et en couleurs, la marche de soutien en guise de remerciement au chef de l'État a connu la présence du sous-préfet de Gari-Gombo. Ne plus connaître dans les jours à venir les problèmes d'eau du côté de Gari-Gombo. Cette initiative est à mettre à l'actif du maire de la commune de Gari-Gombo. Et puis allons au CHU ici à Yaoundé avec ces bébés qui ont pratiquement bénéficié de gratification, appelons-les ainsi. C'était la cérémonie officielle au centre hospitalier universitaire de Yaoundé du port des bracelets, comme vous le voyez dans ces images, et empreintes digitales des nouveau-nés. C'est à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la prématurité. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, qui présidait cette cérémonie, n'a pas manqué de sensibiliser les populations pour que celles-ci s'impliquent massivement dans la lutte contre la prématurité. Le constat effectué par les responsables de la santé publique font un lien direct entre la prématurité et le nombreux cas de décès d'enfants. Sandrine Manza. Fini les moments d'angoisse dans les formations sanitaires du pays. Tous les bébés aux sorties des maternités seront désormais suivis à partir des dispositions scientifiques se référant aux prescriptions médicales. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, est venu rassurer les mamans, les familles et même le personnel soignant des nouvelles dispositions permettant de stopper définitivement les vols récurrents et confusion des bébés dans les centres hospitaliers. Un bracelet qui sera mis sur le poignet ou bien sur le pied de l'enfant à la naissance, et où également nous prenons des empreintes digitales dont la maman peut ne pas prendre le bracelet mais va accepter forcément. On va prendre les empreintes digitales telles que par la suite on peut donc, si jamais il y avait vol de bébé, retrouver le bébé concerné. De même également que nous allons désormais prendre les empreintes digitales. Le suivi de la femme enceinte à travers le respect des consultations prénatales reste de mise. Vous pouvez éviter d'avoir un enfant prématuré. Et c'est possible si vous allez en consultation prénatale telle que vous receviez toutes les éducations voulues et surtout donc que l'infirmière qui vous reçoit puisse apprécier si votre grossesse évolue normalement ou non. En cette journée mondiale de lutte contre la prématurité, le gouvernement camerounais, à travers le ministère de la Santé publique, entend renforcer la vigilance et s'impliquer davantage dans le suivi de la femme enceinte sur l'importance des consultations prénatales. À titre de rappel, la mortalité néonatale est passée de 21 à 31 décès pour 1000 naissances entre 2004 et 2011 au Cameroun. Face à cette situation, il est primordial de mobiliser tous les acteurs pour promouvoir la santé du nouveau-né. Parlons d'autre chose à présent avec quelques images. La cérémonie d'installation de tout nouveau président du conseil d'administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, Madame Mohamedou Bilité Amandjouda, qui a été nommée le 13 novembre dernier par un décret présidentiel, a été installée dans ses fonctions ce vendredi. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre du tutelle, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, qui accompagnait le ministre des Finances. Créée depuis le 12 juin 1967, la CNPS enregistre également ainsi un nouveau président du conseil d'administration dans un contexte marqué par de nombreuses victoires remportées par cette institution sur le plan national et international, à mettre à l'actif du directeur général de cette institution, qu'on a d'ailleurs en image derrière le nouveau président du conseil d'administration. Autre installation à Yaoundé aujourd'hui, c'est du côté du tribunal de première instance de Yaoundé à Ekounou, où Lambert Max Ndema a pris officiellement fonction. C'était ce vendredi comme président de cette institution judiciaire. Les hautes autorités judiciaires du département du Foundé et de la région du Centre étaient représentées, occasion d'insister sur les missions de ces nouveaux responsables qui tournent autour de l'application stricte des lois dans notre pays. Gaël Jakam. Il est 11h35 lorsque la présidente de la Cour d'appel du Centre fait son entrée dans la salle d'audience du tribunal de première instance de Yaoundé à Ekounou. À l'ordre du jour, l'installation du nouveau président désormais en charge de cette juridiction. Lambert Max Ndema
a pris officiellement fonction ce vendredi en remplacement d'Hémologie de Mengang, présidente sortante, promue au poste de vice-présidente de la Cour d'appel du Centre. Premièrement, je rends grâce au Seigneur qui a porté ses regards sur ma modeste personne et j'exprime toute ma gratitude au chef de l'État, son Excellence, président Paul Biya, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui a porté sa haute confiance sur ma modeste personne. Précédemment procureur de la République près les cours d'appel de première et grande instance de Banjul, cette nomination marque ainsi un nouveau challenge pour le nouveau entrant pétri d'expérience. Vous avez écouté les conseils, les recommandations, les instructions qui ont été données par la hiérarchie. Nous allons faire de cette lutte-là notre cheval de bataille. Conscient de la lourde mission qui lui incombe tout au long de ce mandat, Lambert Marsdema appelle à une implication massive de ses collaborateurs avec qui il entend promouvoir le respect des valeurs éthiques. Je dirais simplement que je compte sur la collaboration des uns et des autres afin qu'ensemble nous puissions accomplir cette noble mission. Le nouveau président a donc été appelé à ne ménager aucun effort pour que règne dans son ressort de compétences la paix et la justice. Il s'est engagé à lutter avec la plus forte énergie contre la corruption. Alors au Zimbabwe, on vous le disait, Robert Mugabe a dit « j'y suis et j'y reste, je m'accroche au pouvoir ». Il a dit aux émissaires de Jacob Zuma venus négocier, 2 membres du gouvernement. Il ne va pas céder, il dit qu'il est le président légitime. Il ne veut pas céder à la pression internationale ou à celle de l'opposition, même si sur le terrain, dans les rues de Harare, la situation semble être contrôlée par l'armée qui ne veut plus du vieux président qui a passé 37 ans au pouvoir. Karine Komo. Alors que la capitale Harare est assiégée depuis mercredi par des soldats et que des voix s'élèvent du côté de l'opposition pour exiger le départ immédiat du président zimbabwéen, Robert Mugabe s'accroche au pouvoir. Placé en résidence surveillée dans la nuit de mardi à mercredi, le chef de l'État a rencontré pour la première fois le chef de l'armée, le général Constantine Chiwenga, en présence des ministres sud-africains dépêchés par Jacob Zuma afin de trouver une solution à l'incertitude politique qui règne dans le pays depuis quelques jours. Lors des échanges, Robert Mugabe a clairement refusé de démissionner et n'entend pas céder à la pression de l'armée. Ce dernier se retrouve de plus en plus seul car abandonné par ses alliés. Après le chef de la Ligue des jeunes de la ZANU, c'est au tour du chef des anciens combattants de l'indépendance du Zimbabwe de prononcer le divorce avec le président Mugabe. Christopher Muzwanga invite ainsi ses compatriotes à soutenir l'armée et à manifester dans les rues. Les présidents ivoiriens et botswanais demandent à Mugabe de quitter le pouvoir pour céder la place à une nouvelle génération, tandis que la communauté internationale invite les protagonistes de la crise à régler les défis politiques par des moyens pacifiques, tout en respectant la constitution du Zimbabwe. Un appel que le président Mugabe semble ignorer, car il a fait sa première apparition publique ce matin à l'occasion d'une cérémonie de remise de diplômes universitaires à Harare, signe qu'il est libre et toujours aux commandes du pays qu'il tient depuis 37 ans. La rediffusion de ce journal, c'est à minuit, juste derrière la rediffusion de Tour de Raison à 22h30. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé. Passez une magnifique soirée et un très bon week-end. Ça fait pas 3 jours et une femme à Oussa a mordu le sein d'une vendeuse. Aujourd'hui, c'est de ce côté-ci, encore la place. Il faut que le gouvernement trouve franchement ce qu'il y a lieu à faire. Aux autorités d'ouvrir un œil pour éviter d'autres victimes.
Et la gestion des espaces marchands dans la ville de Douala reste un véritable problème. Parlons de cet incendie qui a ravagé quelques logements et quelques matériels du côté du siège de l'Assemblée nationale ici à Yaoundé. Plusieurs étages ont été touchés par la violence de ces flammes. Des documents importants également ont été consumés. On apprend de la bouche du ministre de la Communication, après les premiers éléments d'enquête, qu'il s'agirait tout simplement d'un incendie accidentel, pas de main criminelle selon Issa Tiroma Bakari. Les travaux pourraient se poursuivre la semaine prochaine du côté de l'Assemblée nationale. Assurance de Kavaye Djibril, le président de l'Assemblée nationale, mais face à l'intensité de ces flammes, les parlementaires et les populations restent encore sans voix. Florent Zanga. C'est aux environs de 21 h que le violent incendie s'est déclaré. La façade arrière du Palais des Verts a volé en éclats sous le regard impuissant de la foule. 4 étages complètement consumés par les flammes, le 4e, le 5e, le 6e et le 7e étage, en plus du 3e à moitié consumé. C'est un événement qui n'est pas bien, et surtout à cette période-ci, où nous avons beaucoup à travailler. On a le budget à voter, on a d'autres choses à faire, et que cet événement, cet incendie, nous freine un peu comme ça. Je pense que ce n'est pas bon. L'arrivée prompte des sapeurs-pompiers n'aura pas suffi à circonscrire le feu qui continuait sa course folle vers le 6e et le 7e étage. C'est aux environs de 2 h du matin que les soldats du feu réussiront à maîtriser l'incendie après 5 heures de combat avec les flammes. Le cadre qui a connu cet accident est en même temps la mémoire de notre Assemblée. Parce que vous avez le service, la direction des affaires générales, la direction de budget, personnel et même les archives. Pas de perte en vies humaines à déplorer, mais d'importants dégâts matériels. La vie professionnelle est détruite. Tous les documents administratifs, financiers de l'Assemblée qui concernent les députés et moi-même sont partis en fumée. Les 4 étages abritaient les cabinets des vice-présidents de l'Assemblée nationale, les bureaux des secrétaires généraux adjoints, les bureaux des groupes parlementaires SDF, la direction du budget de la solde, la direction de l'administration générale, les salles des commissions et les bureaux de certains députés et autres fonctionnaires de l'Assemblée. Dans les 4 étages entièrement consumés, rien ne pourra être récupéré. On a vu dans cet élément plusieurs députés issus des rangs du Social Democratic Front, le SDF, alors que le quotidien Mutation annonçait le retour à l'hémicycle dès lundi prochain, à la suite d'un entretien avec le président Kavaye Djibril. Nous y reviendrons. Ce n'est pas le premier incendie enregistré à l'immeuble siège de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement camerounais. Et après le premier incendie, on avait déjà soulevé la question de la construction du nouveau siège. Cet incendie remet au goût du jour cet éternel projet qui a déjà vu des sites prononcés, proposés et même refusés par quelques institutions. Les budgets ont même été déjà soulignés, mais où en est-on finalement avec la construction de ce siège? Michel Fourantundi. C'est cet espace situé entre le quartier général, l'ambassade de France au Cameroun et le monument de la réunification au quartier Ngouaekele qui avait été évoqué en août 2005 pour abriter le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale du Cameroun. Un bâtiment futuriste et moderne de 13 étages avec un hémicycle et des bureaux pour chaque député. 12 ans après, rien n'est fait. Seules quelques vieilles bâtisses s'y trouvent. Le site est sécurisé par une clôture en planche. Des programmes d'action du gouvernement dont il a eu la lourde mission de conduire depuis le 22 août 2017 dans un contexte de crise financière et économique aiguë qui traverse la République du Congo, a reconnu que la situation n'est guère reluisante malgré les efforts consentis. Des effets conjugués de cette crise qui ont été ressentis depuis 2014 suggèrent et nécessitent aujourd'hui des réformes incontournables dans tous les secteurs de la vie nationale à travers des ajustements structurels et budgétaires. Par exemple, l'élargissement de l'assiette fiscale. Aussi a-t-il égrené un certain nombre de mesures et des réformes hardies afin de relancer la machine économique nationale, d'accélérer la sortie des crises en passant par la mise en œuvre d'un cadre programmatique bien défini qu'est le Programme national de développement PND 2018-2022 et par la conclusion d'un programme avec le Fonds monétaire international
aux Congolais d'en assurer le succès par le travail et la confiance, a-t-il indiqué. Quel que soit l'intérêt de la facilitation du Fonds monétaire international, les Congolais doivent savoir que ce programme sera le leur. Et donc à nous-mêmes d'en assurer lucidement et courageusement le succès. C'est l'occasion d'engager le gouvernement dans la protection du noyau dur des acquis sociaux et d'assurer le peuple congolais que tout sera mis en œuvre pour que le gouvernement pour limiter l'impact social des mesures de sortie de crise. L'appréciation de quelques élus ne s'est pas fait attendre. Non, en réalité, donc le Premier ministre nous dit qu'il faut travailler. Il faut que nous ayons un mental qui change par rapport à la valeur travail. Nous sommes là, on est les représentants de la population, donc on va accompagner le gouvernement. Tant que le gouvernement va prendre des décisions opportunes pour la sortie de la crise actuelle, nous, on n'hésitera pas de les accompagner. Une chose est sûre, malgré des recettes budgétaires profondément élaguées, l'État se doit de remplir ses obligations régaliennes, reconnaît le Premier ministre. Au Cameroun, on parle encore de l'affaire ENAM en termes de dénouement. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a annoncé avoir signé finalement le document relatif aux admissibilités. Peut-être qui de droit s'est exprimé après une journée bien difficile, celle d'hier, entre proclamation des résultats signés par le directeur général et annulation de ces résultats à 20 h par le ministre de la fonction publique. C'est une cacophonie sur fond de mépris des lois en vigueur dans notre pays. Jean-Marie Bala. Viendra certainement sur cette affaire ENAM et le dénouement qui a été enregistré et connu. Le ministre de la fonction publique, Ange-Michel Anguine, a annoncé à travers un communiqué qu'il a finalement signé les résultats liés aux admissibilités au concours de l'ENAM. Hier, c'était un véritable coup de théâtre entre le directeur général de cette institution qui a signé les premiers résultats lus sur les antennes de la radio nationale et l'annulation décidée quelques heures plus tard par le ministre de la fonction publique, la tutelle technique de cette école qui forme les administrateurs et les magistrats sortis de crise, mais au passage, on retiendra surtout le fort mépris des lois en vigueur dans notre pays. C'est dans cet élément signé Jean-Marie Bala. Le décret du 13 septembre 2000 portant régime général des concours administratifs se veut clair dans son article 49 alinéa 1 au sujet des procédures de publication des résultats des concours administratifs. De celui-ci, c'est le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est habilité à constituer une commission chargée du dépouillement et du classement des résultats d'admissibilité définitifs. La dite commission, après délibération, doit présenter sur procès-verbal la liste des candidats classés par ordre de mérite à la tutelle qui arrête les résultats en fonction des places mises au concours. Un principe administratif que n'aurait visiblement pas observé l'actuel directeur général de l'ENAM pour ce cas d'espèce. Je crois qu'il y a des normes pour publier un résultat et que si les normes sont suivies. La Constitution centrafricaine prévoit bel et bien la mise sur pied d'un Sénat. À ce sujet, les textes sont clairs. Notre Constitution, la Constitution de la République centrafricaine stipule dans son article 63 clairement que le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Il comprend deux chambres. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Et là, présentement, comme l'Assemblée nationale a été déjà mise en place, en attendant que le Sénat puisse être mis en place, c'est l'Assemblée nationale qui exerce la totalité du pouvoir législatif, parce que le Sénat n'a pas été mis en place. En attendant la mise en place du Sénat, c'est l'Assemblée nationale de la République centrafricaine qui exerce la totalité du pouvoir législatif. Mais au cas où le Sénat venait à voir le jour, peut-il cohabiter avec la Chambre basse? La question du logement du Sénat centrafricain n'est pas un problème aujourd'hui pour le gouvernement, dans la mesure où les dispositions constitutionnelles sont déjà prises à cet effet. Mais au cas où le Sénat arrivait à être mis en place, de la même manière que le gouvernement s'est organisé pour mettre en place le Conseil économique et social, le Sénat
pour subir le même sort. Malgré la situation sécuritaire du pays, on rassure tout de même. En tant que député, j'ai fait mon travail de député, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il est donc clair, le Sénat reste en veilleuse en République centrafricaine. Il n'existe qu'une Assemblée nationale hautement sécurisée et située dans un seul site. Du côté de Congo-Brazzaville, les deux chambres sont opérationnelles, le Sénat et l'Assemblée nationale. Elles occupent toutes les deux les locaux du palais des congrès à Brazzaville, même si on apprend également, et vous le verrez dans les images, qu'un siège de l'Assemblée nationale est en construction. Sylvestre Messi. C'est ici, au palais des congrès de Brazzaville, où se réunissent les parlementaires congolais. L'infrastructure inaugurée le 22 juillet 1984 par le président Denis Sassou Nguesso abrite l'Assemblée nationale et le Sénat. On y trouve deux hémicycles, les bureaux des différentes commissions des deux chambres et même une chaîne de radio et de télévision parlementaire. Dans le souci d'améliorer les conditions de travail des représentants du peuple, le gouvernement a engagé les travaux d'un nouvel immeuble siège. Vous avez vu qu'au niveau du commissariat central, en face, il y a une clôture où c'est mis don de la Chine. C'est pour vous indiquer le lieu où on est en train d'ériger le nouveau complexe qui va abriter le Parlement national du Congo. Et c'est pour améliorer, n'est-ce pas, les structures, les conditions de travail des députés que nous sommes. Voilà, donc quand on parlait des structures, c'est à ce niveau-là que je vous renvoie. Et je crois que les travaux ont déjà commencé. Et bientôt, on aura au Congo des institutions dignes de ce nom pour essayer d'améliorer les conditions de travail des députés. Avec l'appui financier de la République populaire de Chine, le nouvel édifice de 3 niveaux sera construit sur une superficie de 4,5 hectares et disposera de 2 hémicycles, un de 500 places pour l'Assemblée nationale et l'autre de 300 places pour le Sénat. Une salle, des archives, des salles techniques, des blocs sanitaires et 3 ascenseurs sont également prévus. Le projet entièrement financé par la Chine est évalué à plus de 34 milliards de francs CFA et les travaux devraient s'achever d'ici à 2020. En attendant, vous l'avez suivi, c'est au Palais des Congrès de Brazzaville que se tiennent les sessions parlementaires. C'est là-bas que s'est rendu Clément Mwamba, le Premier ministre congolais, pour présenter le plan d'action du gouvernement face aux parlementaires. Il a décliné ce plan d'action qui insiste sur la diversification de l'économie face justement aux problèmes économiques traversés par cette nation. Un accent particulier sera mis sur l'agriculture. Pascal Ngandiaye. À la tribune de l'Assemblée nationale devant les députés, le Premier ministre Clément Mwamba, tout au long de sa communication qui fait office de... À la suite de l'incendie qui a touché l'immeuble siège de l'Assemblée nationale la nuit dernière, la rédaction de Vision 4 ouvre une réflexion ce soir sur ce que sont devenus les projets de construction des immeubles sièges de l'Assemblée nationale et du Sénat. La Chambre haute du Parlement camerounais qui est pratiquement sans domicile fixe depuis 2013. Le projet de construction du siège de l'Assemblée nationale qui reste sans site après les échecs de plusieurs autres sites qui ont été annoncés et proposés et même les budgets de financement qui avaient été annoncés. Où en est-on avec la construction de ces différents sièges? C'est un incendie qui soulève plusieurs autres questions. À la une du journal également, les questions liées au concours d'entrée à l'ENAM. Le ministre de la fonction publique, la réforme administrative, a finalement signé les admissibilités dans cet établissement. Il a annoncé à travers un communiqué après le coup de théâtre vécu hier. Publication des résultats par le directeur général, annulation quelques heures plus tard par le ministre de la fonction publique, une sortie de crise qui n'a pas cependant répondu aux questions fondamentales que disent exactement les textes en matière de gestion de ce concours. Et puis au Zimbabwe, j'y suis et j'y reste, ce sont les propos de Robert Mugabe. Le président zimbabwéen s'accroche au pouvoir après 37 ans de règne face au médiateur sud-africain dépêché par Jacob Zuma. Il dit ne pas vouloir quitter le pouvoir. Il dit être le président légitime malgré la pression de l'armée, de l'opposition et même de la communauté internationale. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du 20h. À nouveau, bonsoir et bienvenue.
Et je signale déjà dans le cadre du dossier consacré au projet de construction des sièges de l'Assemblée nationale et du Sénat au Cameroun que nous irons également voir la situation des parlements au Congo et en République centrafricaine. Comment sont logées les chambres parlementaires dans ces deux pays? Ce sera dans cette édition. Le temps d'aller vivre un drame de plus à Douala, au marché Ndokpassi 3, dans l'arrondissement de Douala 3e. C'est deux commerçants qui ont trouvé la mort. Le premier a été tué par un de ses collègues commerçants à la suite d'une dispute autour de l'occupation d'un espace. Le second a succombé à ses blessures. C'est la réaction des populations, la vindicte populaire. Il a fallu la descente sur le terrain du sous-préfet de Douala 3e pour essayer de calmer les ardeurs. Edmond Foutué. 2 morts sur le carreau. Tel est le bilan d'une violente altercation survenue ce matin au lieu dit marché Ndokpassi, situé dans l'arrondissement de Douala 3e. Selon les informations puisées à bonne source, les victimes, un homme et une femme, ne s'accordaient pas au sujet de l'occupation d'une place. C'est tout d'abord Dame Colette qui va infliger 2 gifles et un coup de poignard à son challenger. Celui-ci, voulant se faire justice, va réussir à arracher le couteau. Et c'est avec cette arme qui va abréger les jours de la dame. Tout en colère, la population va se jeter sur lui et à coups de projectiles, il va rendre l'âme. Le sous-préfet de Douala 3e est descendu sur les lieux pour apaiser les tensions. En fait, à la suite d'une dispute entre 2 commerçants qui voulaient occuper un même espace sur la chaussée, il s'en est suivi un coup de poignard de l'un d'entre eux, qui malheureusement aboutit au décès d'une dame. Et à la suite de ce décès, l'auteur des coups mortels a été pris à partie par la population qui était présente. Et malheureusement, il a aussi succombé. En rappel, le marché Ndokpassi est en chantier depuis près d'1 an. Et les problèmes de place se posent au quotidien. C'est vrai, les travaux en cours au niveau du marché Ndokpassi créent un certain nombre de désagréments. Là aussi, nous avons demandé aux opérateurs en charge des travaux dans cet espace marchand d'accélérer les travaux pour que les commerçants cessent d'envahir la voie publique. Le désordre urbain, l'insalubrité, l'insécurité, la corruption, voilà les mots qui minent cet espace marchand. Il y a les discussions et les femmes se tiraillent. Ici, d'un chantier, un chantier qui n'a jamais accueilli des ouvriers. Certaines sources révèlent que les autorités françaises se sont opposées à la présence d'un tel édifice à proximité de leur représentation. Le site est changé et ramené au quartier Lonkak, lieu d'Intaba. L'endroit qui se trouve être une zone marécageuse est rasé, mais reste inexploité jusqu'à ce jour. Le projet est mis dans les oubliettes jusqu'à ce qu'il ressuscite le 22 septembre dernier. Le projet de construction du nouvel immeuble siège de la Chambre basse refait surface grâce à la signature d'un accord de don de 8,3 milliards de francs CFA entre la République populaire de Chine et le Cameroun. Ce premier financement consiste à mener des études de faisabilité et à lancer les travaux proprement dits. Selon le président de l'Assemblée nationale qui s'exprimait à l'ouverture de la session parlementaire en cours, un comité de suivi du dit projet est déjà mis en place. Dirigé par l'honorable Dato Théodore, ce comité doit s'assurer du déroulement des travaux dans les délais. Seulement, le flou règne toujours sur le site de construction de ce joyau attendu de tous. À la suite de cet élément de Michel Cyril Tchungui, il faut préciser que l'ambassadeur de Chine au Cameroun était déjà sur le terrain, constater justement les dégâts causés par les flammes et annoncer les services proposés par la République de Chine. Et puis, en dehors de l'Assemblée nationale, la Chambre haute du Parlement camerounais n'a toujours pas de siège. Le Sénat, qui existe depuis 2013, est toujours sans domicile fixe. Demander à un Camerounais aujourd'hui où se trouve le siège du Sénat est un véritable casse-tête. Une partie est logée au Palais des Congrès, une autre à l'Agence de régulation des marchés publics. Bien difficile pour cette Chambre qui demeure en divagation. Mélanie Bibanga. Où est passé le siège du Sénat au Cameroun? Cette question continue d'alimenter les débats et ceci un peu plus de 4 ans depuis le passage du Parlement camerounais à 2 chambres. En effet, en décidant de rendre fonctionnelles des institutions prévues par la loi fondamentale, la Chambre haute du Parlement avait vu le jour en cours de consommation du budget de l'État de l'année 2013. Une situation qui avait contraint Nyat Ndifendi
et ses hommes a trouvé refuge dans les locaux du Palais des Congrès de Yaoundé. Ceci grâce à une dotation spéciale de la présidence de la République. Et parmi les priorités du budget qui devait en suivre, figurait en bonne place le projet de construction d'un siège pour le Sénat. Cette ambition ne sera jamais atteinte pour des raisons jusqu'ici non évoquées. Les locataires du Palais des Congrès avaient été foutus à la porte pour non-paiement du loyer. Ils ont trouvé refuge à quelques kilomètres du Palais de Nkolnyada, au 8e étage de l'immeuble qui abrite les services de l'ARMP. Des locaux vraiment étroits pour contenir les collaborateurs de Marcel Nyat-Ndjifendi et tenir des sessions parlementaires. Après plusieurs négociations suivies du paiement des mois d'arriérés de loyer, les portes du Palais des Congrès ont été à nouveau ouvertes au Sénat. Les réunions des sages doivent désormais cohabiter avec les fêtes de mariage, d'anniversaire, des séminaires, sans oublier la foi promote. Les sénateurs faufilent désormais entre les stands où on vend un peu de tout. Une situation inconfortable pour une institution en charge des décisions qui définissent l'avenir de tout un pays. L'espoir étant la chose qui nourrit mieux le Cameroun, l'on espère que ce problème du siège du Sénat trouvera solution d'ici 2018. Et à l'ouverture de l'avant-dernière session parlementaire, Marcel Nyat-Ndjifendi avait souligné l'imminence de la construction d'un siège du Sénat, en précisant justement que d'autres options avaient été présentées à cette Chambre, notamment l'occupation des locaux du côté de l'immeuble siège en construction du Conseil économique et social. Alors voilà la situation du côté de la République centrafricaine là-bas. La loi fondamentale prévoit 2 chambres également, le Sénat et l'Assemblée nationale. Le Sénat n'est pas encore opérationnel, même si on annonce également l'imminence de la mise en œuvre de cette autre chambre du Parlement. Mais la question soulevée aujourd'hui, le Sénat et l'Assemblée nationale vont-elles, ces 2 chambres, occuper les mêmes locaux? Jean-Pierre Noël.